Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle vidéo à destination du public de seconde sur Andromaque. Alors, si vous avez regardé les vidéos précédentes, ce que je souhaite, j'espère que je ne parle pas totalement dans le vide, il y avait une vidéo qui a été consacrée au tragique et à la tragédie, une vidéo qui a été consacrée au classicisme. De toute façon, on en a parlé en cours. Et dans la vidéo précédente, je vous ai rappelé à quel point les personnages dans Andromaque pouvaient tous être qualifiés de plus ou moins mauvais. On va dire que, entre guillemets, la moins mauvaise va être Andromaque, la pauvre, qui est fidèle à la mémoire de son mari mort, mais qui, pour sauver son fils Astyanax, cède au chantage de Pyrrhus. Bien. Ce qui va être l'objet de cette petite vidéo, c'est d'arriver à replacer l'œuvre Andromaque dans le contexte du classicisme, le contexte d'écriture de 1667. Alors, à cette époque, c'est Louis XIV qui règne. Et on est encore relativement au début de son règne, voire même pas relativement, on est vraiment au début de son règne personnel, puisque Louis XIV va régner jusqu'en 1715, 1667-1715, autant dire qu'il y en a pour encore un bon bout de temps, hein, il y en a pour encore presque 50 ans de règne. Je fais le calcul, oui, c'est ça. Donc, il n'est pas question de dire que Pyrrhus est un double de Louis XIV, c'est pas le cas. Mais on peut trouver des similitudes entre la situation contemporaine de 1667 et la pièce. Vous savez que l'idéal du classicisme, on en a parlé, et vous en reparlerez peut-être en seconde, c'est l'honnête homme. Hein. Le classicisme, c'est évidemment dans l'art classique, c'est se référer à l'Antiquité, c'est plaire et instruire, c'est le beau, la symétrie, la grandeur, voilà. Mais c'est aussi l'honnête homme, un idéal d'élévation de l'individu qui doit éviter, tant que faire se peut, de sombrer dans des passions destructrices. Alors, chez Molière, les passions destructrices sont source de comique. Harpagon, que vous avez peut-être fait au collège, l'avare, il est démesurément avare et il pourrit la vie de sa famille, de ses enfants, par son avarice. Euh, le malade imaginaire pourrit la vie de sa famille par sa peur perpétuelle d'être atteint de telle ou telle maladie et ce qui fait que son oreille est ouverte à toutes les charlataneries de tous les pseudo-médecins, le poumon, le poumon, le poumon. C'est pareil pour Alceste dans le Misanthrope. Quels qu'ils soient, les personnages de comédie de Molière, qui sont vraiment à la même époque que Racine, puisque par exemple l'Avare c'est 1668 et Andromaque c'est 1667, donc on est vraiment exactement contemporain. Bien, donc en comédie, on a chez les personnages de Molière des personnages qui cèdent à leur passion. Et donc, ce ne sont pas des honnêtes hommes. C'est la même chose ici. Pyrrhus, c'est le roi qui est incapable de régner correctement parce qu'il cède à ses passions, il cède, j'ai même envie de dire dans un autre terme, à ses pulsions, sa pulsion amoureuse. Il vend son royaume pour se marier avec son ennemi, il est prêt à trahir tout le monde. Au reste, il passe son temps à trahir. Hein. Alors, il va être fidèle à sa promesse à Hermione, mais après c'est Hermione qui va le trahir. Bien, donc en fait, tous ces personnages sont mus, du verbe muer,
pas ne pas se taire, mais muet, mouvement, sont mus par une passion déraisonnable. Et le classicisme, c'est un mouvement artistique et culturel lié à la raison, à l'ordre, à la symétrie, la bienséance. Vous savez, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce qui régit les tragédies classiques? 5 grandes règles. La règle des 3 unités, une seule histoire, en un seul lieu, en un seul jour. La règle de vraisemblance, il faut que ça soit vraisemblable. Alors ici c'est vraisemblable parce que ça correspond au mythe, ça correspond à ce qu'on connaît dans les tragédies antiques. Il faut que ça soit bienséant. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de la bienséance, à aucun moment, une femme comme Andromaque, qui est la veuve d'Hector, ne peut explicitement, entre guillemets, craquer face aux demandes de Pyrrhus. Ça ne serait pas bienséant. D'accord? Et c'est pour ça que, par exemple, à l'acte 5, tous les récits des meurtres, des assassinats, sont faits par une personne rapportée. On ne voit jamais ces assassinats. D'accord? Donc, par exemple, vous avez, je l'ai mis ici entre Marc, vous avez le fameux récit d'Oreste à la scène 3 de l'acte 5, quand Oreste dit, autour du vers 1500, « J'ai couru vers le temple où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissée, Pyrrhus m'a reconnu. » Et si on avance... 1515, l'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu dans leurs mains quelque temps se débattre, tout sanglant à leur cou vouloir se dérober, mais enfin à l'autel il est allé tomber. Du peuple épouvanté j'ai traversé la presse pour venir de ces lieux enlever ma princesse. Bien, on n'assiste pas à sa mort, parce que ça ne serait pas bienséant. De la même façon, on n'assistera pas à la mort d'Hermione, à son suicide sur le corps de Pyrrhus. C'est la même chose. Hein, on ne le verra pas. C'est même Oreste qui va finalement le raconter, d'accord, et Pylade, hein, dans la scène, à l'acte 5, scène 5, Pylade va dire, après le verbe 1600, « Hermione, Seigneur, il la faut oublier. Quoi, toujours l'instrument est l'objet de sa rage, cherchez-vous chez les morts quelque nouvel outrage, et parce qu'elle meurt, faut-il que vous mourriez ?» Réponse d'Oreste, « Elle meurt, Dieu, qu'entends-je » Et un peu plus loin, Pylade va donner des détails. Un poignard à la main sur Pyrrhus se courbait, levait les yeux au ciel, se frappait et tombait. Donc c'est Oreste qui raconte à Hermione la mort de Pyrrhus, c'est Pylade qui raconte à Oreste la mort d'Hermione sur le corps de Pyrrhus, et ensuite Oreste va sombrer dans la folie. Oreste va complètement perdre la raison, il va avoir des visions, hein, et on aboutit vraiment à la fin de la pièce. Par exemple, vers 1629, « Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore? Trouverai-je partout un rival que j'abhorre? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. » Hein, il fait mine de le frapper, mais c'est une hallucination. Il est en train de perdre la raison, il est en train de devenir fou, il perd le sens. Et d'ailleurs, ce mot « sens », c'est le dernier mot du texte. C'est Pylade qui a le dernier mot. Il perd le sentiment, amis, le temps nous presse, ménageons les moments que ce transport nous laisse, sauvons-le, nos efforts deviendraient impuissants s'il reprenait ici sa rage avec ses sangs. Et vous avez ce fameux très 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 grand vers, immense vers de la littérature qui définit le mieux ce qu'est une allitération et une harmonie imitative. Ce fameux vers 1637-38, ces vers. « Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces
serpent qui siffle sur vos têtes, allitération S en S, hein, allitération en S, harmonie imitative, le serpent, vers extrêmement célèbre, au reste est en train de devenir fou. Bien, tout ça pour vous dire, pour rapprocher du classicisme, de l'idéal classique, c'est que ces personnages perdent la maîtrise de soi. Ces personnages n'ont pas de mesure, ils sont dans la démesure, ils sont poussés par une force destructrice. Et ça, c'est pas l'honnête homme, c'est pas un idéal de raison, c'est pas un idéal de tempérance. Ce sont des êtres trop passionnés, trop extrêmes. Ils enfreignent des lois systématiquement, d'accord. Ils enfreignent, Oreste a enfreint sa mission d'ambassadeur, Pyrrhus a enfreint son camp, hein, si je puis dire. Hermione enfreint en permanence sa parole, donc ils enfreignent des lois, et ça, pour le spectateur du XVIIe siècle, c'est voilà, on peut parler de catharsis comme dans la tragédie antique, c'est l'exemple sur scène de choses qu'il ne faut pas faire, d'exemples qu'il ne faut pas suivre. Hein. Voilà, sont des monstres, sont des repoussoirs, sont ce qu'il ne faut surtout pas devenir quand on se laisse totalement aller, qu'on n'a plus de morale, qu'on devient immoral, que toute sa vie que sa raison est balayée, sa raison, son raisonnement, hein, est balayé par sa passion. Voilà, c'est ça. Et en ça, je viens d'essayer de vous expliquer comment on peut rattacher ça au classicisme. Voilà, l'idéal classique, c'est un idéal de mesure, de tempérance, d'élévation, la notion d'honnête homme. Et ici, ils sont déraisonnables, ils sont trop passionnés. De la même façon que chez Molière, on avait des êtres qui étaient passionnés par l'argent, c'est l'avare, passionnés par la maladie, c'est le malade imaginaire, passionnés par la peur d'être trompé, par sa future épouse, c'est dans l'école des femmes, peu importe, donc passionné par la conquête, par la séduction, c'est Don Juan. Voilà. Quand je parle de passion, c'est une passion au sens philosophique, quelque chose qui mène votre existence. Voilà. Donc, ce sont des êtres déraisonnables, et ça intéresse beaucoup le classicisme. C'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer en quoi ces personnages pouvaient être rattachés au mouvement. J'espère que ça vous éclaire. Allez voir Pronote, allez voir, j'ai mis un lien sur le livre scolaire, il y a des quiz, voilà, il y a des études de tableaux, il y a des questions culturelles, il y a des choses très intéressantes. Le livre scolaire.fr en seconde, c'est très bien fait, vous pouvez y aller. À très bientôt pour la suite. Bonne soirée.